Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Comment ça se passe après? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la guerre sera gagnée par Israël. C'est clair, c'est clair. Ils mettront tous les moyens et le temps nécessaires pour y arriver. Ils iront même chercher les chefs politiques pour les neutraliser. Leur idée, c'est bien d'empêcher toute nouvelle menace. Donc c'est une lutte à mort en réalité. C'est-à-dire que d'un côté, le Hamas veut détruire Israël et Israël veut détruire le Hamas. Alors évidemment. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, on a beaucoup dit c'est Netanyahou et on l'a beaucoup critiqué pour beaucoup de choses. Mais ce qui est très intéressant de voir aujourd'hui, c'est que l'opposition avec Lapid et surtout avec Benny Gantz, militaire, ancien militaire, ils sont tous unis maintenant parce que là, c'est clair, l'objectif, c'est bel et bien, c'est la survie d'Israël. Donc, il s'agit de détruire l'ennemi. C'est clair et net. Et pour eux, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'existence même d'Israël. Oui. Qu'ils sentent remise en cause. Et c'est une vraie fracture. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait ces roquettes, il y avait quelques attentats, mais l'existence même d'Israël n'était pas remise en cause. Mais Israël, en fait, depuis le départ, en tous les cas, Netanyahou, ça pour le coup, a cherché à diviser ces Palestiniens pour empêcher la création d'un État. Et donc, il a favorisé le Hamas. Il a favorisé le Hamas pour que le Hamas gagne sur le Fatah et par ainsi même, en fait, l'impossibilité de créer un seul État palestinien par opposition. En fait, il a divisé pour mieux régner. En réalité, c'est exactement ce qui s'est passé contre lui, mais c'était son idée de base. Voilà. Ça, c'est clair. Donc la seule solution de sortie. J'ai écouté l'ancien ambassadeur d'Israël en France qui s'appelle Eli Barnavi. Lui, il est pour la seule solution, dit-il, c'est la création de deux États. Il dit il n'y a pas d'autre solution. S'il n'y a pas d'imposition, il n'y aura pas de sortie de crise. Alors évidemment, qui peut imposer? Ça reste déterminé. On voit que l'ONU est assez absente en réalité. Parle, j'allais dire, des attaques d'Israël contre les Palestiniens, parle moins des assassinats et des massacres. Il est quand même un peu tendancieux. Oui, donc en fait. Mais il représente le Sud global. Oui, vous avez raison. Comme on dit, parce que la majeure partie des pays dans le monde, il faut bien le dire, sont contre Israël dans cette affaire. Oui, en fait, Israël, qui est un pays occidental, fait partie du monde occidental. En fait, l'Occident est un peu, ce qu'on appelle l'Occident, est un peu isolé sur la scène internationale aujourd'hui, on voit bien. Rappelons-nous quand même que l'un des problèmes, c'est quand même l'Iran des mollahs qui agite ses proxys, que sont le Hamas, que sont le Hezbollah, que sont les Houthis. Un point intéressant, me semble-t-il, c'est qu'Israël a redit qu'il n'accepterait pas que l'Iran dispose d'une arme nucléaire. Oui. Donc, à un moment donné, est-ce qu'Israël ira à nouveau bombarder l'Iran et ses sites d'enrichissement d'uranium? Comment ça va se passer par la suite? Est-ce que la seule pression américaine suffira? Parce que qui dit l'Iran dispose de l'arme nucléaire dit que l'Arabie Saoudite doit dire et moi aussi. J'allais vous dire, l'Arabie Saoudite a dit qu'eux aussi voulaient l'avoir et qu'ils pouvaient se mettre d'accord avec l'Iran. Donc il faut faire très attention là-dessus. Au Liban, on avait beaucoup d'amitié et de fraternité avec les Libanais. D'abord, le monde, le Proche-Orient a changé, le Moyen-Orient a changé, comme vous savez. Les crises successives au Liban ont fait que le Liban a perdu sa position de Suisse du Moyen-Orient qu'elle avait, où il y avait à la fois l'argent, parce que tout l'argent venait au Liban, et puis les plaisirs, parce que Beyrouth était réputée la ville de plaisir de tout le monde, tous les gens des pays autour qui étaient plutôt contrôlés dans leur pays venaient se détendre au Liban. Et puis les choses ont changé, comme je vous disais, tous les problèmes. Les Émirats, en particulier Dubaï, ont remplacé le Liban au niveau financier. Le Liban est en crise depuis longtemps. Comme vous le savez, il y a une énorme explosion a ravagé Beyrouth, un entrepôt qui a sauté. Pour nous, Français, le Liban reste un point essentiel dans le Moyen-Orient, le Proche et Moyen-Orient.
Le Liban pourrait bien reprendre un rôle important, vu sa position géographique, et il nous est apparu nécessaire de pouvoir en parler. La situation, bon, elle est très compliquée, très Ouais. difficile, notamment du point de vue économique, Mmh. où il n'y a pas d'amélioration depuis plusieurs années, puisque la monnaie a été totalement dévaluée. Donc on sait que pour le FMI, la Banque mondiale, c'est un des pays où le taux de pauvreté a le plus augmenté ces dernières années. Moi, j'ai noté aussi, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, que le fait que la Syrie, qui va revenir dans la Ligue arabe, elle va être reconstruite, c'est clair. Ça sera sans nous, ça c'est clair, puisque nous, on est opposés, mais les Chinois vont être dedans, les Indiens sont dedans, les pays du monde arabe sont dedans. Mais l'argent pour aller en Syrie va passer par quel pays? Celui qui est à côté, qui est le Liban. Donc on risque bien de retrouver quand même un courant financier sur le Liban qu'il n'y avait plus. Donc il y a, comme vous le dites très justement, il y a plein de choses qui se passent. Tout à fait. Hein? C'est vrai, la Syrie, le Liban aussi a souffert, pas seulement du retrait des fonds du Golfe, mais c'est vrai qu'il a souffert bien sûr de la guerre civile syrienne, sûr. puisque c'était un des relais Ouais. de croissance économique, un peu dans les deux sens d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'investisseurs libanais, notamment des banques qui avaient des filiales en Syrie. Donc ils ont été déjà affectés par cette Bien crise. sûr. Et donc effectivement, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, il semble aussi pour le moment que Daesh, ça soit un peu derrière nous. La position d'Israël par rapport au Liban, Israël a certainement un intérêt à ce que le Liban redevienne un État plutôt bien portant. Quelles sont les cartes qu'il peut jouer pour le Liban? Israël a intérêt effectivement à la stabilité du Liban, parce qu'on voit qu'actuellement, il y a un problème stratégique pour Israël, parce qu'il est un peu, entre guillemets, cerné, malgré toute sa puissance militaire, parce qu'il y a effectivement au nord le Hezbollah. Je rappelle qu'en 2006, il y avait une guerre de 33 jours qu'il avait opposée à Israël, et Israël, malgré toute sa puissance militaire, n'avait pas réussi à vaincre le Hezbollah, qui a donc considéré que c'était une victoire pour lui. Après, il y a les Palestiniens, il y a Gaza, il y a les Palestiniens de l'intérieur aussi. Et puis, bon, il y a l'Iran, la Syrie, bon, ça reste compliqué. Donc, voilà. Et donc, ils ont plutôt intérêt à ce que les fronts soient le plus possible stabilisés. Et donc, effectivement, le Liban, c'est une menace. Donc, ils doivent plutôt rechercher la stabilité. Et c'est le sens de l'accord, effectivement, qui a été signé sur la délimitation de la frontière maritime. C'est de leur intérêt que le Liban se relève. Alors, il y a peut-être chez certains stratèges israéliens l'idée qu'il faudrait le faire revenir, comme on dit, 50 ans en arrière, comme ces formules avaient été utilisées, mais parce que ça permettrait d'anéantir ou d'éliminer l'influence du Hezbollah. Sauf qu'on s'est rendu compte que à chaque fois que le Liban était très faible, ça renforçait le Hezbollah, parce qu'il apparaissait comme le seul, grâce à l'aide notamment militaire de son parrain iranien, il apparaissait comme une force défensive plus forte que l'armée elle-même, et donc capable de protéger les citoyens du Sud et même d'ailleurs. Et donc finalement, ça n'a pas affaibli le Hezbollah. Je pense qu'il y a un consensus plutôt là-dessus en Israël. Il y a encore certains qui sont dans l'illusion, à mon avis, que affaiblir le Liban, c'est affaiblir le Hezbollah, et donc c'est bon pour nous. Mais on a vu qu'il y avait une résilience de cette formation, et finalement, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'Arabie saoudite est devenue la puissance régionale. Et donc, on le voit bien dans les réunions de la Ligue arabe ou de l'Organisation de la coopération islamique, ce sont les Saoudiens qui mènent le jeu. Et donc aujourd'hui, ils veulent apparaître comme étant le rassembleur de la famille arabe. La France s'est orientée depuis longtemps, a pris un axe très fort vers le Qatar. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Parce qu'il y a eu des problèmes. L'Arabie saoudite, les Émirats avaient fait le blocus du Qatar pour les faire plier à l'époque où les Qataris accueillaient les frères musulmans. Il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant 1 an et demi, il y a eu une réconciliation qui s'est faite entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Alors, je suis bien placé parce que le président Macron m'avait chargé, justement, j'étais son envoyé spécial pour assister à la médiation koweïtienne entre le Qatar et ses voisins. Et je me suis très vite rendu compte qu'en réalité, il y avait un vrai problème entre les Émirats arabes unis et le Qatar, qui n'était pas de même nature entre le Qatar et l'Arabie saoudite. MBS, à l'époque, suivait MBZ, c'est vrai,
Mais avec le temps, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, quand on regarde la nouvelle stratégie saoudienne, le premier élément a été la réconciliation justement avec le Qatar. Il en a pris la tête. Aujourd'hui, les relations entre le Qatar et l'Arabie saoudite sont excellentes. Il y a toute une série de projets qui sont mis en œuvre entre eux. Alors, la réconciliation, elle est générale entre le Qatar et l'Égypte, etc. Ça a été un peu plus long entre le Qatar et les Émirats ou le Qatar et Bahreïn, mais vous avez vu qu'ils ont rétabli leurs relations diplomatiques bilatérales. Et aujourd'hui, même s'il y a naturellement des arrière-pensées qui demeurent, comme je l'imagine, mais aujourd'hui, l'avantage de la médiation koweïtienne qu'on a essayé d'assister, c'est qu'on a préservé le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, parce qu'il est important de conserver les structures. Et on a joué sur la réconciliation entre l'Arabie saoudite et le Qatar, parce qu'on savait qu'entre eux, sont les mêmes familles en plus. Bon, on savait que les choses se passeraient normalement à un certain terme. C'est ce qui s'est fait. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement des relations très étroites. Bon, le président Macron est très proche de Mohamed Ben Zayed, donc aux Émirats Arabes Unis. Les Émiratis, oui. Avec le Qatar, nous avons une relation historique également avec eux. N'oublions pas le contrat des Rafales, c'est pas par hasard. Le métro de Doha, c'est quand même également une société française. Quand on regarde le développement du gaz, c'est naturellement Total, c'est Technip. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a une relation étroite également avec le Qatar et avec l'Arabie saoudite. Et évidemment, l'arrivée de l'Arabie saoudite dans les BRICS, ça compte, parce qu'au niveau PIB, au niveau des possibilités, ça... L'Arabie saoudite, je l'ai dit, se voit comme un grand pays. Il ne faut pas oublier, c'est le seul pays arabe qui est membre du G20, donc ils font partie déjà du club des grandes puissances, si je puis dire. Mais ils ont montré également qu'ils ne voulaient pas jouer uniquement dans la région du Moyen-Orient. Certes, ils sont un acteur incontournable au Moyen-Orient, mais au-delà, on a vu par exemple que dans le conflit en Ukraine, ils ont joué un rôle entre l'Ukraine et la Russie pour un échange de prisonniers, par exemple. Absolument, oui, tout à fait. Par ailleurs, ils sont déjà membres de l'organisation de Shanghai, qui montre justement la relation avec la Chine. Et puis aujourd'hui, ils sont intéressés par une participation aux BRICS. Pourquoi? La raison est très simple. Ils disent, nous sommes rentrés dans un monde multipolaire, nous ne voulons pas rentrer dans un jeu d'alliance entre un axe soi-disant occidental et un axe Moscou-Pékin. Nous ne sommes pas non alignés. Nous avons naturellement des relations privilégiées avec l'Ouest, mais nous avons aussi des relations privilégiées avec la Chine et des relations excellentes avec l'Inde. Comme vous l'avez souligné, les Azéris, en fait, profitent de plusieurs points. Un, d'un soutien occidental lié effectivement à la vente de pétrole, d'hydrocarbures. Deux, d'un arrêt du soutien russe à l'Arménie lié à un exercice qu'ont mené les Arméniens avec les Américains. Et ça, c'était le drapeau rouge ou le chiffon rouge agité aux yeux des Russes qui ont du coup retiré leur soutien assez naturel aux Arméniens. Oui, d'accord. Ce qui est intéressant dans cette zone, c'est qu'en fait, c'est une zone, ce sont les marches à la fois de l'Empire russe et à la fois de l'Empire ottoman. Et donc, c'est vraiment une zone de césure, avec un peuple arménien qui est régulièrement massacré par les Turcs, souvenons-nous de 1915, même si les Turcs ne veulent pas le reconnaître, enfin, c'est une autorité publique et c'est historique. Un génocide, ils ont fait un génocide, ça c'est clair. Ça a été le premier génocide du XXe siècle. Et c'est un peu ce qui s'est passé. La population arménienne est partie en une semaine. Il y a eu 100 000 personnes qui ont quitté leur maison, leur foyer, pour sans doute ne plus jamais y revenir, en tous les cas pas à vision de vie humaine, abandonnant des siècles en fait, de présence sur ces terres. Personne n'en a réellement parlé. Certains y sont allés pour soutenir les Arméniens, ce qui est très bien. Et derrière, les Azerbaïdjanais ou Azéris veulent récupérer une chose qui s'appelle le corridor de Latchine, qui fera une continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et on voit bien derrière que M. Erdogan souhaite en effet élargir son propre territoire, en tous les cas ses propres affidés, et on le voit ailleurs dans le monde. On le voit en Libye, où la Turquie est très présente. On le voit, j'allais dire, dans sa zone sud, avec les Kurdes. Donc on voit, il cherche à étendre et à revenir à ce qu'était l'Empire ottoman, donc avec un vrai rêve de grandeur évanouie. Pour commencer, je pense je voudrais si c'est possible,
qu'on puisse revenir un petit peu sur, en définitive, la Russie et l'Ukraine avant tout ce qui s'est passé. Je dirais avant 2014, Maïdan et tout ça. Comment un peu, pourquoi on en est là en définitive? Il y a en fait 3 Ukraines. Il y a l'Ukraine qui a été donnée par l'Hetman des Cosaques à l'empereur Alexei en 1654. C'est le traité de Péreyaslav et qui correspond en gros à la rive gauche du Dniepr plus Kiev. Ensuite, il y a l'Ukraine qui a été l'Ukraine du Sud qui a été arrachée aux Ottomans à partir d'un traité de 1774 de Koutchouk-Kanarji où en fait les Russes ont dominé la Crimée et commencé leur, ça n'a pas été d'un seul coup, mais leur grignotage de toute la côte de mer Noire. Et puis en fait il y a la 3e Ukraine qui n'a jamais été russe, qui était uniate, qui a été sous domination polonaise, puis autrichienne, puis polonaise entre les 2 guerres, et qui, celle-ci, n'a jamais été russe jusqu'en 1945. Et encore en 1945, il y a des maquis ounistes, enfin OUN, l'organisation nationaliste, qui ont continué à se battre jusqu'en 1957, avec quelques aides occidentales. On était en pleine guerre froide, mais enfin, ils se sont très bien battus. Et à l'époque, l'armée rouge, qui avait, je ne sais pas combien 7 millions d'hommes sous ses ordres et sous les drapeaux, et puis des milliers de chars, n'a pas pu. Il a fallu attendre plus de 10 ans pour réduire ça. Et donc, ces 3 Ukraines faisaient que certains dont j'étais disaient que l'Ukraine devait être une passerelle, ce qui était très critiqué par les nationalistes ukrainiens, parce qu'elle ne pouvait pas être autrement. Alors, à partir de là, la guerre, et avant même de continuer, je dirais, c'est toujours une erreur de commencer la guerre. Quand on commence une guerre, on emporte la responsabilité historique, et ça, je crois que c'est un point terrible, mais qui va peser sur l'histoire future. Il y a une partie de l'Ukraine qui est anti-russe, qui a toujours été anti-russe. Il y a même d'ailleurs qui sont partis avec les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas l'oublier. À la division Galice, une partie de la division Das Reich était composée d'Ukrainiens. Mais pourquoi? Parce que ils se sentaient du Sud et non pas du Nord. Ils étaient pas russes, ils étaient anti-russes. Alors que la partie du Donbass, il ne faut pas l'oublier, par contre, a fourni des partisans au maréchal Zhukov qui se sont battus contre les troupes allemandes et qui ont cassé les lignes d'approvisionnement de Stalingrad. Exactement. Il y a un autre point, c'est effectivement l'attaque, la contre-offensive ukrainienne. D'abord, c'est que les gains de terrain sont insignifiants. En réalité, qu'est-ce qu'on a découvert? Il y a 2 choses, 3 enseignements qu'on peut tirer de ça. C'est que les Russes ont été très mauvais en attaque. En dehors de l'affaire de Bakhmout, on a vu que les Russes n'étaient pas capables de progresser réellement quand ils avaient en face d'eux une armée normale qui se battait tout à fait honorablement. Donc, ils ne sont pas très bons. Ça a d'ailleurs été une surprise stratégique parce qu'on pensait qu'ils étaient bien meilleurs que ça. Par contre, on découvre que les Russes, en défensif, sont redoutables d'efficacité. Et que les Russes, en définitive, ils savent se battre en défensive. Ça, c'est très important, parce que la contre-attaque ukrainienne, elle n'avance pas. Elle est bloquée sur les défenses russes. Et même Zelensky a dû reconnaître que ça ne se passait pas exactement comme on l'a dit. Bon. Et ça montre quoi? Alors, si on va un peu plus loin, si vous voulez, que le fait que les Ukrainiens se battent remarquablement bien, mais avec de très grosses pertes, parce qu'on sait très bien qu'en attaque, ça coûte plus cher qu'en défense, avec des pertes en matériel occidental, puisque c'est avec le matériel de l'OTAN. On a vu des images au ZINT, donc des images par des moyens légaux obtenus sur la bataille, qui montrent qu'il y a quantité de véhicules, des chars Léopard et autres, dont on disait, vous allez voir ce que vous allez voir, ils se font tirer comme le reste. Donc, on voit que de ce côté-là, nos aides ne suffisent pas et qu'on n'avance pas. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a un 3e volet qui commence à poser un énorme problème. Si je vois les commentaires des chefs d'état-major des différentes armées et des différents pays qui aident l'Ukraine, c'est que nous avons aujourd'hui, l'Ukraine souffre d'un manque de munitions. C'est-à-dire qu'on lui a fourni des armes,
on doit bien entendu fournir les obus, les munitions qui servent à ces armes. Or, on s'aperçoit que nous n'avons pas des usines capables de produire à grande quantité, compte tenu de la consommation dans un jour de guerre, dans une guerre à haute intensité, on n'a pas les moyens de fournir suffisamment par nos industries. Alors on a tapé sur nos stocks, mais il y a un problème de minimal de stock sécuritaire pour les pays. Donc là, on a un problème d'approvisionnement et on sent que on risque de ne pas pouvoir approvisionner suffisamment et pendant longtemps les Ukrainiens qui en ont bien besoin. Alors, le bilan de tout ça, eh bien, je suis désolé de le dire, parce que moi, je le dis depuis longtemps et j'ai été très mal vu et pris en cause par un certain nombre de gens là-dessus, mais on s'achemine, puisqu'on n'avance pas ni d'un côté ni de l'autre, on s'achemine sur une négociation sur la ligne de feu à la coréenne, et je continue, moi ça fait des mois que je le dis, je continue à dire que ça sera comme ça que ça va se terminer, malheureusement pour les uns et malheureusement pour les autres. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la réalité de la guerre. Wagner, c'est d'abord une constellation de sociétés. Il n'y a pas une société Wagner stricto sensu qui a des antennes en Russie, qui se bat sur le Donbass, qui intervient en Afrique. En fait, Prigojine, autour de lui, a créé toute une série de petites sociétés qu'on qualifie de manière un peu abusive du nom de Wagner et qui vont opérer à la fois en Europe, dans la Russie d'Europe, et puis sur l'Afrique. Ce sont autant de sociétés de sécurité, j'ai presque envie de dire qu'il y a de contrats, parce que même pour des questions fiscales et pour des questions d'affaires, il a fait en sorte d'avoir des structures différentes, s'il devait en dissoudre l'une ou l'autre, et aussi parfois pour brouiller les pistes. Donc c'est beaucoup plus une constellation de sociétés militaires privées qu'une société unique, comme on a eu le cas il y a quelques années avec des sociétés américaines, qui a des ramifications partout, mais c'est la constellation de Prigojine qui est présente sur plusieurs continents aujourd'hui. Quand Wagner est arrivé dans les pays d'Afrique, qu'est-ce qu'il a dit en réalité en Centrafrique ou au Mali? Il a dit au président, voilà, nous venons pour vous protéger. Parce que les Français ont une mauvaise habitude, c'est de virer les présidents quand ils leur plaisent plus. Ce qui n'est pas totalement faux, hein, c'est arrivé assez souvent. Et donc il disait, si vous nous prenez comme garde du corps, en définitive, si nous assurons votre sécurité, on revient à la sécurité, si on assure votre sécurité, vous êtes tranquille, les Français ne pourront pas vous renverser. Et si quelqu'un tente un mauvais coup contre vous, on est là et ça sera réglé. Donc, c'était très tentant pour les gens, sachant qu'effectivement, dans ces pays-là, les relations avec la France n'étaient pas les meilleures, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est intéressant sur Wagner, c'est que Wagner, quand le président en question ou la présidente en question disait « Mais attendez, c'est bien, vous allez arriver nombreux, mais moi, j'ai pas d'argent pour vous payer, je suis pas riche. » Ils disaient « Vous en faites pas, vous me payez en mines d'or. » Ils exploitaient les mines d'or pour le compte de la Banque de Russie. Mais ça, on ne savait pas, nous. Hein. Et on découvre maintenant que Poutine les payait. Hein. Donc, c'est Poutine qui mettait l'argent pour les payer, ils n'ont pas les mines d'or. Hein. Donc, c'était toute une opération, si vous voulez, où en définitive, on ne voyait pas grand-chose. On voyait arriver un groupe de gars armés, entraînés, qui disaient « Bon, bah, c'est moi, je viens remplacer ». C'est un peu ça que je crois sur lequel on voulait mettre l'accent, et je voulais mettre l'accent aujourd'hui. C'est ce que vous avez dit au départ, c'est qu'en définitive, la guerre est en train d'évoluer. Alors certes, on assiste à une guerre à haute intensité, classique, en Ukraine, entre deux blocs qui se battent, qui se fournissent des équipements, mais derrière tout ça, il y a une toute autre forme de guerre qui se développe avec des gens, des mercenaires, des gens de tous les pays qui sont utilisés avec des camouflages. On est complètement dans des règles qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'était l'engagement normal du militaire. Une affaire importante, parce que le monde entier en a parlé, c'est l'affaire Prigojine, hein, c'est la révolte des mercenaires de Wagner. Ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est comment ça s'est passé et puis la réalité par rapport à ce qu'on a pu raconter. Parce que la réalité est très simple en définitive. Tout le monde sait que le torchon brûle depuis des mois entre Wagner et Prigojine, son patron, hein, et l'armée russe de Gerasimov et du Premier ministre de l'Intérieur, Shoigu. Bon. Quand on regarde ce qui s'est passé, au fur et à mesure de la bataille de Bakhmout, Prigojine disait « j'ai pas assez de munitions, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, l'armée sont des incapables et autres ». Ce qu'on n'a pas vu en Europe, c'est que l'armée a répondu au bout d'un certain temps en disant « d'accord,
eh ben, tout le personnel de Wagner est incorporé dans l'armée russe. Et là, ça a tout changé, parce que les mercenaires qui ont des salaires importants comme mercenaires, payés comme soldats, c'est plus du tout la même chose. Donc évidemment, les mercenaires ne voulaient pas. Et Prigogine ne voulait pas perdre sa puissance, puisqu'il avait, par ses 25 000 hommes, on estime aujourd'hui 25 000 hommes, hein, Wagner, il ne voulait pas évidemment les perdre. Et son autonomie et son indépendance. Bien entendu. D'autant plus, il faut bien le dire, que Poutine l'avait laissé hurler contre les militaires. Alors tout le monde s'étonnait et se disait mais pourquoi ? Probablement parce que ça permettait à Poutine de mettre la pression sur les militaires. Donc il y avait des plans dans tous les sens. Prigogine se retire de Barmout, donc ils sont en camp de repos, si je peux dire, pour se refaire une santé après cette bataille très dure. L'armée publie un communiqué disant que tout le personnel de Wagner est incorporé dans l'armée russe. Et là, Prigogine, il explose. Il avait dit avant, c'est pas possible, et il explose. Et il emmène ses gars à Rostov-sur-le-Don, où est l'état-major de l'armée russe, enfin de la partie de l'armée russe qui commande la partie ukrainienne, pas le reste, bien sûr. Il va là-bas, il encercle la ville et il dit « je vais faire plier les militaires ». Bon. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, les militaires ne réagissent pas et ils attendent les ordres, bien entendu. Les ordres, ça vient de Moscou. Moscou, lui, qu'est-ce qui, visiblement, ne veut pas trop et se demande ce qui va se passer. Puis, à mon avis, Poutine regarde aussi les réactions des uns ou des autres, parce que, mine de rien, ça vous permet de savoir qui est de votre côté, qui est de l'autre. Il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Et puis, il appelle le président de Biélorussie, qui appelle Prigogine en lui disant « Écoute, tu sais bien que tu ne peux que perdre, c'est pas sérieux. L'encadrement russe ne bouge pas, il est pour Poutine. L'armée est pour Poutine, t'as perdu. Poutine ne pardonnera pas dans le long terme. Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, Prigogine va tomber malencontreusement d'une fenêtre ou d'autre chose, ou un accident de voiture, mais les choses sont finies. C'est vrai que la zone Indo-Pacifique a une caractéristique intéressante, c'est la seule zone du monde dans laquelle sont physiquement représentés et sont partie prenante géographique les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Les Britanniques en océan Indien, puisque Diego Garcia, qui a beau être une base américaine, appartient à la couronne britannique. La France, évidemment, on en a parlé, entre la Réunion, les îles Éparses, un certain Mayotte, et d'un côté océan Indien, mais aussi non seulement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, mais Clipperton, Matthew Hunter, etc. Les États-Unis et la Chine sont riverains, de même que la Russie au nord du côté de Vladivostok. Et donc c'est un champ d'affrontement potentiel déjà pour ce qu'on appelle le P5, hein, le groupe des 5 membres permanents. Le deuxième point, c'est que la politique chinoise, elle a 2 voire 3 ressorts que l'on a tendance à oublier. Premier ressort, la Chine a besoin d'aller vers l'extérieur. Elle représente 20% de la population mondiale, elle a 10% des terres arables. Et donc on voit tout de suite qu'elle a besoin d'avoir à la fois des matières alimentaires, d'où l'achat, y compris jusque dans l'Allier, de terres agricoles, mais aussi en Amérique du Sud. Et elle a besoin de transport maritime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on se met à Pékin et qu'on regarde le monde depuis Pékin, on fait une carte centrée sur Pékin, la Chine, elle se sent enclavée. Enclavée d'un côté par l'Himalaya, d'où les affaires du Népal, et puis ensuite la Russie, la Mongolie, enclavée de l'autre par la fermeture que constituent les chapelets d'îles autour de ce qu'on appelle la mer de Chine méridionale. Vous avez Corée, Japon, et puis ensuite vous avez toute la série, Philippines, etc., et ça descend jusqu'à l'Indonésie. Et donc, ils se sentent enfermés, ils estiment qu'ils ont besoin, puisque pour aller au grand large, il faut qu'ils passent par des détroits qu'ils ne contrôlent pas. Ce qui explique d'ailleurs une partie à la fois du développement de la marine chinoise et du passage de la marine chinoise d'une marine côtière jusqu'aux années 2000 à une marine très océanique maintenant. Je rappelle que la marine chinoise construit tous les 2 ans l'équivalent de la marine française. Donc ça, c'est un deuxième point qu'il faut avoir présent à l'esprit. Le troisième point, c'est bien sûr la lutte contre les États-Unis. Les États-Unis, c'était le célèbre pivot théorisé par Obama, mais en réalité, quand on regarde la politique américaine, c'est au milieu des années 90
que les Américains se sont dit il faut qu'on fasse attention au Pacifique. Alors, ce qui est intéressant dans l'Indo-Pacifique, en dehors de cette zone de tension, c'est d'une part la Calédonie et d'autre part, pour nous Français, la Calédonie et bien sûr la Polynésie. La Calédonie, il y a des discussions en cours, vous avez pu le voir, sur l'avenir de la Calédonie suite au dernier référendum avec les demandes des indépendantistes. On s'aperçoit, il faut bien le dire, que les indépendantistes sont en train d'évoluer pour essayer de trouver une solution. En réalité, tout le monde a compris, là encore, qu'il fallait une solution négociée et qu'aucun ne pouvait gagner. C'est ça la réalité en Calédonie aujourd'hui. Alors ça va prendre du temps, mais c'est en train de se faire. Et c'est tant mieux, parce que tout le monde a pris conscience que la Calédonie, c'est un porte-avions français dans une zone essentielle, la zone de l'Indo-Pacifique. Puis là, il y a le troisième volet, qui est la Polynésie. On voit que les Américains ont toute une série de bases sur tout le Pacifique, ont des pays amis dans tout le Pacifique. Bon, on voit que les Chinois sont en train de faire pareil. Souvenez-vous des Salomon, souvenez-vous des Kiribati, qu'ils aident beaucoup actuellement. On voit bien qu'il y a une évolution de la part des Chinois comme des Américains pour contrôler la zone. Et la Polynésie devient essentielle, parce que la Polynésie est au milieu du Pacifique, et le lieu d'escale obligatoire entre l'Asie et l'Amérique du Sud, où l'influence chinoise est loin d'être négligeable. Et donc, nous avons un rôle qui est de plus en plus important à jouer. Or, qu'est-ce qui s'est passé en Polynésie? Le nouveau président de la Polynésie, M. Boderson, donc, a été élu et tout de suite a rappelé ses principes en disant « Nous sommes des indépendantistes, nous voulons avoir de bonnes relations avec les Chinois comme avec les Américains, donc là, très bien. Mais, et c'est très intéressant, c'est là aussi, il faut une fois de plus, il faut pondérer, parce que je ne l'ai pas vu assez, moi, dans les journaux français en particulier, il a bien dit « Nous sommes pour une indépendance dans 30 ans ». Ce qui laisse comprendre qu'en définitive, ces partis sont des partis réalistes, qui savent très bien que dans la complexité du monde actuel, ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Et qu'il vaut peut-être mieux travailler avec les Français qu'avec d'autres quand on voit l'agressivité chinoise ou l'agressivité américaine. Donc je pense que ça nous montre combien nous avons une position stratégique essentielle dans la région. Nous avons deux pôles avec la Polynésie et la Calédonie, et il est temps que la France en ait conscience, et en particulier, regarde sérieusement au niveau de la défense, s'il ne faudrait pas renforcer l'aspect maritime, la marine française dans cette région, parce que comment faire si jamais nous nous trouvions au cœur d'une zone conflictuelle entre les deux grandes puissances, si nous n'avons que quelques tout petits bateaux pour s'en occuper. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion à mener dans le cadre de la zone dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle sera la zone majeure pour les conflits, une fois la guerre d'Ukraine terminée, et ça va arriver, eh bien, c'est là où tout se passera. Donc, il est peut-être temps, là aussi, de penser à ce qu'on peut faire là-bas, si nous voulons avoir une place équivalente à notre position géographique sur place. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que ça montre bien que dans cet environnement africain, c'est pas si facile que ça de prendre le pouvoir. Par des élections, ça marche pas. Tout le monde sait bien que les élections, dans 80% des cas, même s'il y a des observateurs, sont des élections plus ou moins truquées. On connaît, il faut être vraiment innocent pour continuer à dire le contraire. Donc, regardez le Gabon, mais il n'y a pas que le Gabon. À chaque fois, on voit des élections très discutables, c'est le moins qu'on puisse dire. Et partout, y compris dans les pays où ça n'a pas bougé pour le moment. Face au fait qu'on ne peut pas pratiquement prendre le pouvoir par le jeu, je
je dirais, démocratique, sur lequel il faut revenir, parce que est-ce que la démocratie est adaptée à l'Afrique? Et la réponse est clairement non. La démocratie n'est pas culturellement un régime pour l'Afrique. L'Afrique a une culture ethnique, tribale, qui est depuis toujours, depuis des millénaires, et le système démocratique que nous avons imposé avec la colonisation est un système qui ne fonctionne pas tel qu'il fonctionne en Europe. Je ne suis pas en train de vous dire que la démocratie n'a aucune chance d'arriver, c'est pas ça. Au mieux, c'est une démocratie totalement adaptée à ces pays-là. Mais de toute manière, c'est un système dans lequel le chef est le chef. Et le chef, on le discute peu, pour ne pas dire pas. Ça, c'est très clair. Alors après, il peut être un chef dictateur, comme on en connaît, comme Kagame, par exemple en Rwanda, nous l'avons évoqué dans une émission. Il peut être un chef assez démocratique, mais tout est relatif quand même. Regardez ce qui s'est passé avec, au Niger, avec Issoufou et avec Bazoum, par exemple. Bon. À chaque fois, le chef doit être un vrai chef qui s'impose, et il s'impose parce que c'est le système. Alors, donc là, je pense qu'il y a aussi un problème en Afrique aujourd'hui, c'est qu'après l'indépendance et la décolonisation, dans la partie européenne, occidentale ou française, si vous voulez, de l'Afrique, le système de fonctionnement des pays doit changer parce que notre système doit passer à autre chose. Un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons toujours voulu continuer à imposer nos systèmes comme le seul bon, alors qu'à l'évidence, dans ces pays-là, ça ne fonctionne pas. C'est très important, cette partie-là. On va voir après d'autres raisons. Mais il faut bien comprendre tout ça pour voir pourquoi ça bouge et comment ça bouge. Au niveau de tous ces régimes, on a ceux qui sont restés comme Bongo. Ça faisait des dizaines d'années que la famille Bongo était au pouvoir. Bon, nous avons forcé Macky Sall au Sénégal, le président du Sénégal, à ne pas se représenter en disant c'est inacceptable. On a dit, par contre, à Ouattara, il ne voulait pas se représenter, puis il s'est représenté, on a fermé les yeux. On voit bien qu'en plus, notre politique, même la nôtre, alors qu'on dit que ce n'est pas bien d'être élu plus de 2 fois, parce qu'en France, on a décidé qu'en France, ce n'était pas bien d'être élu plus de 2 fois. En parenthèse, président de la République, ça dit que c'était une bêtise. J'ai lu ça il y a quelques jours. Bon, alors si c'est une bêtise en France, pourquoi veut-on l'imposer aux Africains en disant ça suffit, vous avez été élu 2 fois, c'est inacceptable. C'est là où on voit que ça ne va pas, notre système. De quel droit va-t-on vouloir imposer dans des pays éloignés du nôtre un système qui est, même en France, discuté? Il y a quand même des questions à se poser. Et au nom du droit, on va pouvoir intervenir pour ça, parce qu'on avait le droit d'ingérence inventé par certains de nos politiques qui, dans ces cas-là, vous disent « Ah, mais vous n'appliquez pas nos règles démocratiques, donc on va intervenir chez vous. » Oh, de quel droit? De quel droit leur morale est moins bonne que la nôtre, leurs lois sont moins bonnes que la nôtre? Mais c'est d'une prétention coloniale épouvantable. Il faut commencer par un point d'histoire. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, avant la colonisation, avant tout ça, c'était des royaumes qui contrôlaient des zones importantes. Alors on avait au début, par exemple, les Arabes qui étaient installés, comme vous savez, à Grenade et à Cordoue, en Espagne, qui contrôlaient une partie de l'Espagne, avaient en bas, en Afrique, avait contrôlé toute la zone de l'océan Atlantique depuis Tanger, au nord, le passage de Gibraltar, jusqu'au Sénégal. Quand il y a eu la colonisation, que ce soit les Espagnols à Ifni, que ce soit les Français qui ont débarqué au nord, là au Maghreb, en particulier en Algérie, à Alger, dans l'affaire du bey d'Alger, vous savez, à l'époque, le bey ayant envoyé un coup d'éventail à l'ambassadeur français. À l'époque, pour ça, on était capable de faire la guerre, et donc on a envahi toute la zone. Enfin, il n'y avait pas que ça. Parce que voilà, on m'a dit, j'ai entendu dire dans les commentaires, il n'y avait pas l'éventail. Oui. On devait beaucoup d'argent à l'Algérie. Il y avait plusieurs choses. On devait beaucoup d'argent, il y a eu le coup d'éventail, mais il y avait surtout aussi que même encore à l'époque, il y avait des raids de piraterie qui partaient d'Alger et qui attaquaient, où on récupérait les bateaux. Il y avait des esclaves encore à l'époque, européens, qui étaient pris, hommes et femmes, qui étaient ramenés à Alger. Donc, si vous voulez,
Il y a un moment où toutes les grandes puissances de la Méditerranée du Nord, si je peux dire, ont jugé que ça commençait à bien faire, et les Français ont profité effectivement du coup d'éventail pour occuper l'Algérie. Comment voulez-vous faire des frontières quand vous êtes dans plein désert? On trace des lignes droites. Et ça explique pourquoi, quand vous voyez les frontières de tous ces pays, c'est de véritables lignes droites qui vont vers toutes, nord-sud, ouest-ouest, enfin, c'est toujours très simple. Un trait de règle. Exactement, un trait de règle qui a été fait par des géographes, et puis on disait, ben, c'est comme ça. On l'a vu monter en puissance, le Maroc, depuis 10 ans, 15 ans. C'est assez exceptionnel. Moi, Hassan II a pris le contrôle du Sahara espagnol, donc on a fait le Maroc du Sud. Son fils Mohamed VI, lui, tout de suite a dit mon objectif, c'est la zone sahélienne. Et il est allé faire effectivement des quantités de voyages là-bas, accompagné par ses banquiers pour aider. Et ça va très loin. Aujourd'hui, il y a un pipeline qui est en train de se construire entre le Nigeria et le Maroc, qui va passer par tous ces pays, bien sûr en évitant la zone algérienne, vous en doutez bien. Hein, donc il va passer par la Mauritanie. Et ce pipeline va permettre au Maroc d'avoir une autonomie énergétique, si vous voulez, pour les années à venir, auquel s'ajoutera bien sûr les centrales solaires et tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais on voit que c'est un pays qui a développé tout un courant d'affaires avec le Sud dans tous les domaines, et ça marche très très bien. Sur l'Algérie, ce qu'on avait souhaité à l'époque, quand on a fait cette émission, ce qui m'avait frappé avant, c'était le fait que lorsqu'on parle de l'Algérie, en définitive, on ne veut pas, on dit ils sont pas bien avec nous, on s'entend pas bien avec eux, il y a des difficultés, puis il y en a d'autres qui disent mais non, on est très bien, enfin bref. Moi, ce que j'ai voulu qu'on voit, c'est entendre le point de vue véritablement des Algériens, c'est-à-dire pas le point de vue des Français. On le connaît, le point de vue des Français, on l'a entendu par tout le monde. Hein. C'était le point de vue des Algériens alors ce que je pense personnellement, ont construit leur histoire sur la guerre d'Algérie, parce qu'avant, ils ont été au gré des vents, contrôlés par les uns et par les autres. Hein. Maintenant qu'ils ont pris leur indépendance et qu'ils l'ont construit à travers la guerre d'indépendance, ils veulent affirmer et ils se sont fait une histoire. Je voudrais cerner deux raisons principales pour lesquelles il faut parler de la Mauritanie, et la Mauritanie mérite qu'on en parle. La première, c'est que c'est au milieu d'un environnement turbulent, c'est un euphémisme, et la Mauritanie est dans cet environnement, non pas un havre de paix, mais un havre de stabilité et de sécurité. Et mon expérience me fait dire que c'est l'un des seuls pays qui a su prendre les moyens, et nous y reviendrons, pour juguler les attaques, les actions des groupes terroristes dans la zone du Sahel. C'est le seul. C'est quasiment un exemple au monde d'une action multidimensionnelle qui a permis d'arriver à cette situation. Et la Mauritanie est un lieu pour le moment stable, sûr. Et ça, c'est une première chose qu'il faut savoir, parce que quand on parle de la Mauritanie, tout le monde pense que c'est l'insécurité du Sahel. Tout à fait. Alors, comment ils y arrivent? Comment ils y sont arrivés? Oui, voilà. Sur le plan sécuritaire et sur le plan politique et géopolitique, nous reviendrons tout à l'heure sur l'émergence des groupes terroristes dans le Sahel. On pourra y revenir, hein, mais tout le monde le sait. L'Algérie, 1991, le Front islamique du salut, le GIA, qui se transforme en groupes terroristes qui descendent vers le nord du Mali. Et ces groupes cancérisent un petit peu la zone Sahel, depuis la Mauritanie jusqu'au Niger, et nous le savons bien. Ces groupes qui se sont développés, multipliés, ont atteint la Mauritanie dans les années 2000-2005. On se souvient de l'annulation du Paris-Dakar. Par exemple, oui. À cause de ces groupes-là, parce que enlèvement, parce que attentat, parce que assassinat. Et à partir de ce moment-là, la Mauritanie, bien avant les autres, comprend que c'est un problème qu'il va falloir résoudre, qu'il va falloir attaquer. Sur le plan sécuritaire, ils reconstruisent une armée mieux payée, mieux entraînée, mieux motivée, avec des unités qu'on appelle des groupes spéciaux d'intervention, équipés de pick-up, d'armes légères, d'armes lourdes, et qui vont
escadronnés avec des équipes de 40, 50, 60, 80 bonhommes qui vont escadronner. Ce sont des unités extrêmement mobiles qui sont capables d'aller très très vite, très très rapidement sur un point du territoire. Ce territoire dont nous ne l'avons pas rappelé, mais pour rappel, qui fait 1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire 2 fois la France, à lui tout seul, avec des zones totalement inhabitées. Et à partir de ce moment-là, la peur change de camp. Et les groupes armés terroristes, le GSPC, puis AQMI, se dit oulala, oulala, on est mieux dans le nord du Mali. Oui, là, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, État vide, les trafics, l'état de non-droit, aucune surveillance, on peut s'organiser. Alors que la Mauritanie, la donne a changé et donc la peur a changé de camp, la motivation a changé de camp. Et là, nous avons un retournement complet qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et je l'espère dans les années qui viennent, il n'y a pas de raison, mais tout ceci est très fragile. Il faut se souvenir que vers le 9e, 10e siècle, le royaume de Fès, c'est-à-dire que le Maroc de l'époque, qui commençait à Tolède, qui commençait en Espagne, il y avait l'Espagne, mais il y avait toute la côte marocaine qui descendait, et ça continuait, le royaume de Fès, au 9e siècle, descendait jusqu'à la Mauritanie, jusqu'au Sénégal. Donc, si vous voulez, l'islam qu'il y avait dans toutes ces zones est un islam, c'est l'islam malékite, qui n'est pas un islam violent, qui est un islam beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intellectuel. N'oubliez pas qu'à Fès, il y a les soufis, c'est le lieu central du soufisme, et le soufisme, c'est la haute spiritualité dans l'islam, il faut le savoir. Cet islam de l'époque, qui était depuis l'Espagne jusqu'au Sénégal, c'était des intellectuels, et la preuve en est, on les retrouve là-bas. Et c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de connaître le problème mauritanien, parce que là, on voit une autre vision, on voit des réponses à apporter aux problèmes auxquels beaucoup de pays sont confrontés aujourd'hui, par des gens qui sont des pratiquants, mais qui sont tout à fait en dehors de tout ce qu'on est en train de raconter, et qui vous démontrent, parce qu'eux sont des intellectuels, que tout ce qu'on raconte, ce n'est pas du tout une bonne interprétation, c'est même une fausse interprétation des livres sacrés du Coran et de tout ce qu'il y a pu avoir autour, les hadiths et ainsi de suite. Je confirme, quand est arrivé le président Aziz au pouvoir en 2008 puis en 2009, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté, ils ont demandé à de nombreux oulémas, à la très grande culture, très enracinés dans cette vision de l'islam, d'aller dans les écoles, d'aller dans les mosquées, d'aller dans les prisons, expliquer quelle était la vue mauritanienne de l'islam. C'est assez incroyable. Il y avait à l'époque environ 70 prisonniers pour terrorisme. Eh bien, plus de la moitié ont été retournés, se sont convertis et ont travaillé ensuite avec la Mauritanie. C'est-à-dire que ce n'est pas un retournement pour sortir de prison et je recommence. Et ça a été pareil dans les écoles et ça a été pareil dans les mosquées. Et nous avons un pays qui, petit à petit, redevient sécure. J'espère que vous aussi, vous avez compris et entendu un certain nombre de choses qui vous ont intéressé et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur Openbox TV. Merci et à très bientôt. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons.